Je note sur le phénomène de la burqa, qui est notre thème d'étude, mais on voit bien que derrière se précipite, s'engouffre toute une série d'autres questions fondamentales, une double évolution, une évolution qualitative et une évolution quantitative. Sur l'évolution quantitative, je ne dirai rien, les rapports l'ont souligné facilement. Par contre, c'est l'évolution qualitative qui peut nous donner des indices particuliers. Il y a quelques années, ceci était réservé à des populations récemment arrivées et qui étaient dans la transposition de ce qu'elles pouvaient connaître déjà au pays d'origine, avant le regroupement familial, qu'elle faisait perdurer quelques mois, quelques années, et qui éventuellement, dans le meilleur des cas, venait, je dirais, s'atténuer et mourir pour prendre d'autres habitudes vestimentaires. Or, aujourd'hui, et vous l'avez souligné tout à l'heure, cela concerne tous les quartiers, tous les milieux sociaux, les classes moyennes y compris, tous les niveaux d'éducation, etc. Donc et ça concerne également toutes les origines. Alors, il y a des personnes qui sont françaises, certes, il y en a qui sont françaises d'origine étrangère, il y en a qui sont tout simplement étrangères, et vous voyez ça pour le Maghreb, pour l'Afrique noire, chose assez rare, pour les populations turques ou turcophones, et celles qui viennent du côté du Pakistan. Bien. Donc c'est cela qui mérite à ce que l'on s'interroge. Donc notre attitude chez nous, elle est toute simple, je dirais beaucoup de courtoisie, beaucoup de fermeté, dès lors qu'il s'agit de demander au service public la délivrance d'un acte quelconque ou d'un service quelconque. Mais moi, en tant que maire, si je n'avais que cette question-là à régler, ou en qualité de président du conseil d'administration d'un hôpital intercommunal, si je n'avais que cette question-là à régler, je serais le plus heureux des maires. Mais lorsque je vois une contestation croissante de la mixité homme-femme en entreprise, de la mixité homme-femme à l'hôpital, lorsque je vois des contestations de plus en plus radicales, systématiques, collèges, lycées, d'un certain nombre d'enseignements fondamentaux, histoire géo, histoire notamment, philosophie, etc., je ne peux pas ne pas remettre ça dans une ambiance générale qui, au-delà du problème de la burqa qui nous préoccupe strictement, interroge quand même sur, effectivement, la capacité que nous avons à vivre ensemble. Je vais, hélas, peut-être, et sans provocation de ma part, mais pour être honnête avec mes convictions profondes, apporter une note dissonante par rapport à ce qui a pu être dit et souhaité par vous-même, Monsieur le Président, et par les différents orateurs qui se sont succédés. Je crois et je crains que nous n'affadissions notre prise de position que tout le monde a souhaité et que j'encourage également, si d'emblée nous indiquons que ce problème n'est pas un problème d'ordre religieux. Je le dis vraiment en toute simplicité, on est en petit comité, on n'est pas aux 20h à TF. Pour ma part, donc, une fois qu'on a dit ça, je voudrais qu'on puisse réfléchir, j'ai trois questions fondamentales, parce qu'on parle aussi de l'islam de France. Et je suis très en difficulté avec cette notion-là. Je crois qu'il faut avoir un dialogue en vérité avec nos populations qui sont de culture ou de confession musulmane. Et que nous avons sur notre pays trois fondamentaux non négociables, rappelés par le président de la République, et sur lesquels doit s'engager un débat franc, ouvert, mais qui aille au fond des choses. La première, effectivement, c'est la laïcité, la distinction entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel. Chacun sait que l'islam est une foi, une loi et une culture. Et en disant cela, je ne porte pas de jugement de valeur, mais une réalité qui est vécue diversement selon les pays, j'en conviens. Deuxième élément, c'est la notion de l'égalité homme-femme, qui effectivement est inscrite très fort dans nos institutions et qui est vécue très différemment par certaines populations, pas toutes également. Et là aussi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des questions. Et vos témoignages, que je ne peux que, je dirais, confirmer par la pratique quotidienne, nous poussent à une réflexion beaucoup plus forte là-dessus. Et puis, la troisième, c'est la liberté de conscience. Si vous saviez actuellement la pression des musulmans entre eux, cette espèce de contrôle social absolu qui est en train, que certains exercent sur d'autres, où on fait effectivement les cages d'escalier 3 par 3, et on sonne à toutes les portes, et on reprend le monsieur, on reprend la maman, on reprend les enfants, et on leur dit toi, etc. Le témoignage, je préfère que ce qu'il a été dit tout à l'heure par ma voisine de gauche que par moi-même. Lorsque, au moment du ramadan, on vient frapper à midi 13h, voir si la table est mise, et qu'on va réveiller les gens à 23h, minuit, pour aller faire la fête avec les autres. Bon. Donc tout ceci mérite que l'on aille jusqu'au bout de ces questions, car derrière la burqa, qui va faire l'objet d'un avis strict par rapport à ce phénomène-là, se pressent d'autres questions qu'il est urgent de prendre en considération à la hauteur
qui nous est imposée, parce qu'autrement, effectivement, il y a un conflit de société et il y a des personnes déterminées, organisées, qui disposent de moyens de pression considérables, qui sont en train d'essayer de substituer une société à une autre. Je ne pense pas avoir été totalement hors sujet, même si je me suis apparemment écarté du débat, parce que derrière la question que vous traitez, la burqa, il y a toutes celles-ci, et c'est au quotidien que nous essayons, nous, élus, de les gérer, de les anticiper et de les apporter à votre réflexion pour des solutions. Merci. Merci.